Anne Moix, bonsoir. Tout d'abord, merci de nous accorder cette interview. Rappelons que vous êtes écrivain, prix Goncourt du premier roman en 1996 avec Jubilation vers le ciel, prix Renaudot en 2013 pour Naissance, mais aussi un réalisateur à succès et un chroniqueur pendant 3 ans auprès de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché, entre autres. Bref, difficile de vous mettre dans une case et finalement, c'est peut-être bien ce que vous recherchez. On dit souvent qu'on arrive à connaître la personnalité d'un auteur à travers son œuvre, mais là encore, je dois dire que vous êtes toujours aussi insaisissable. Vous jouez avec les mots pour nous parler d'amour passionné, du deuil, des femmes, du terrorisme ou encore des migrants. Mais finalement, n'est-ce pas le mystère d'une personne qui fait son charme? Alors c'est avec beaucoup d'émotion que tous sur ce plateau, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir dans Tandem, en direct depuis Tel Aviv. Ah ben, je ne regrette pas ma connexion FaceTime. Ah. Alors, écoutez, j'ai une première question. J'ai envie qu'on parle déjà, pour commencer, pour moi c'est une évidence, j'ai envie qu'on parle de littérature ensemble et avec mes petits collègues. Et la première question qui me vient à l'esprit, après avoir écouté pas mal d'interviews et vous suivre depuis quand même de nombreuses années à travers les médias, vos livres, etc., vous avez dit une fois, et même plusieurs fois, que ce qui vous rendait le plus heureux dans la vie, c'était l'écriture. Le moment où vraiment vous ressentiez un bonheur, c'était lorsque vous écriviez et quand vous étiez plongé donc, dans l'écriture de vos romans. Et la question qui m'est venue à l'esprit déjà depuis quelques années en vous lisant, c'est finalement à travers vos livres, il y a quand même une certaine dureté parfois. Vous parlez de choses qui ne sont pas toujours évidentes, même difficiles et pas de façon très simple. Alors pourquoi est-ce que quand on vous lit, nous on ne ressent pas forcément ce bonheur absolu que vous avez en écrivant ? Le fait d'écrire à quelque chose de très particulier, c'est que vous avez la sensation réelle ou peut-être imaginaire que vous êtes le seul au monde à pouvoir écrire ce que vous êtes en train d'écrire. En gros, que la parole que vous êtes en train de tenir, personne ne peut la tenir à votre place. Alors c'est une sensation qui peut être illusoire, mais finalement, vous avez l'impression que c'est pas substituable, que personne d'autre sur la Terre pourra restituer ce que vous êtes en train d'essayer de restituer. C'est paradoxal parce que moi, ce que j'aime chez les écrivains, c'est la sensation qu'ils me parlent alors qu'ils sont en train de ne parler que d'eux-mêmes et à eux-mêmes. Et c'est le grand mystère et le paradoxe de la littérature, c'est que plus vous vous recroquevillez sur vous pour vous trouver la parole qui dit votre être intime, plus ça concerne les autres. Et voilà pourquoi c'est un travail qui est à la fois extrêmement narcissique et égocentré, et en même temps tout à fait ouvert et universel. Si vous essayez de trouver une parole générique, alors cette parole devient un discours. Et vous essayez donc de plaire, car la différence entre une parole et un discours, c'est que la parole est gratuite, et le discours, lui, essaye toujours d'obtenir un résultat. Vous essayez de séduire. Un livre réussi, la littérature n'est pas là pour séduire le lecteur. Et je vais plus loin, même si elle ne doit pas complètement l'oublier, elle ne doit pas tenir compte de lui. C'est à cette condition-là que le lecteur se sentira sans doute concerné. Parce que cette parole-là, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes sur Terre. Et plus vous êtes vrai dans ce que vous êtes vous, plus le lecteur se reconnaîtra à travers vous, en lui. C'est vrai. Et alors, du coup, ça m'amène un peu à votre dernier livre, parce que pour le coup, j'ai vraiment, en le lisant, d'abord, ça m'a tout simplement bouleversée. Je pense comme beaucoup de personnes, je suis une maman, j'ai 5 enfants et sentir la souffrance d'un enfant, c'est extrêmement difficile à travers votre livre et pour le coup, on le ressent énormément. Ce que j'ai ressenti aussi dans votre livre, c'est de la solitude. C'est ça qui m'a pris au cœur. C'est cette solitude permanente dans cette souffrance. Et en même temps, j'ai trouvé que vous réussissez un tour de force parce que dans cette situation, vous avez réussi à immiscer un peu de burlesque. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne va pas sourire, mais la façon dont les phrases sont tournées, il y a du burlesque qui s'ajoute à cette littérature qui pourtant, là, pour le coup,
n'est pas facile et dur à lire. Et vous revenez évidemment sur votre enfance sur deux points de vue, celui de la maison, que vous avez appelé donc la première partie dedans, et ce qui se passe en dehors, donc la deuxième partie de votre livre. Et aujourd'hui, on assiste quand même à une parole, je trouve, plus libérée sur la maltraitance des enfants. Il y a énormément de célébrités qui se sont confiées, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des écrivains à la base. Thierry Beccaro qui a raconté son enfance. Il y a aussi Patrick Adler, l'humoriste, qui en a parlé. Stéphane Bern s'était confié également sur une mère violente dans une émission de Marc-Olivier Fogiel. Michel Onfray, récemment, suite au procès du père Prénat aussi, a parlé de maltraitance. Qu'est-ce qui vous a décidé, à vous, d'écrire ce livre à ce moment-là précis de votre vie? Est-ce que vous aviez une envie de dénoncer ou est-ce que c'est une démarche complètement personnelle? Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, la part de burlesque est très importante parce que le burlesque est là pour dire l'impossible. Prenez Le Dictateur de Charlie Chaplin. Il a utilisé le burlesque pour dire l'impossible et l'incroyable. On peut aussi, sur des sujets moins graves, trouver que le burlesque des temps modernes dit la crise de 1929, par exemple, ou l'annonce de manière burlesque, parce que le burlesque, c'est une parole qu'on finit par trouver pour pouvoir faire passer l'indicible entre les fourches caudines de la réalité ou du discours sur la réalité. Première chose. Ensuite, je ne me reconnais pas dans tous les noms que vous avez cités parce que eux, ce sont des témoins. Et donc, ils livrent des témoignages. Ouais. Et moi, j'essaye de faire le contraire. La différence entre un témoignage et un roman, c'est la même chose que la différence entre un discours et une parole, ce que je disais tout à l'heure. Je vais prendre un exemple qui m'a toujours frappé. Deux écrivains que j'admire, qui sont Primo Levi et Imre Kertész, ont tous les deux écrit sur la Shoah. L'un a écrit « Si c'est un homme », qui est un livre universellement connu et qui est un monument. Et l'autre a écrit « Être sans destin », qui est un chef-d'œuvre. Eh bien, je vais vous donner la différence entre les deux livres. Et vous dire aussi pourquoi je me sens infiniment plus proche de Kertész que de Primo Levi. Les deux veulent nous faire voir quelque chose. Les camps. L'indicible, l'impossible, l'impensable. Je trouve que Kertész y réussit infiniment parce qu'il vous emmène dans le camp avec du burlesque, avec de la folie, avec de l'humanité. Et vous vous dites, ça y est, j'y suis. Avec des phrases inouïes. Quand il dit par exemple, j'allais quitter mon magnifique camp de Grunwald pour aller à Auschwitz. C'est-à-dire que le côté magnifique fait qu'on voit très bien qu'avec des formules saisissantes, pleines d'humour, il arrive à nous dire, en utilisant la langue de Kafka et le burlesque de Kafka, quelque chose qui est impensable et qui est inimaginable dans l'horreur. Et si vous voulez, Kertész vous emmène et vous laisse dans ce lieu impossible et lui, il s'en va, vous prenez sa place. Car vous êtes un être humain plein d'humour, de contradictions, de burlesque, comme tous les êtres humains le sont. Tout d'un coup, vous êtes dans sa peau. Alors que Primo Levi, lui, utilise une autre langue. Il utilise la langue du témoignage. Et quand je lisais Primo Levi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais pas aimé être à sa place? Et heureusement, je ne le suis pas. Et Primo Levi passe sa vie à me dire, toi, tu n'y es pas, lecteur, mais moi, j'y étais. Alors que Kertész dit, moi, je n'y suis plus, c'est toi qui vas y être à ma place, démerde-toi. Et donc, c'est pourquoi j'ai toujours, je ne vais pas commencer à préférer l'un ou l'autre, mais j'ai toujours été beaucoup plus frappé par Kertész parce que par la langue burlesque, par la folie du roman, par des moments invraisemblables, il s'autorise absolument toutes les ressources romanesques possibles, il nous y emmène. Et la différence, toute proportion gardée, car je n'ai pas vécu ça d'une part, et deux, je n'ai pas le génie de Kertész d'autre part, j'ai voulu non pas livrer un témoignage, c'est-à-dire en disant, vous n'y étiez pas, j'y étais, et tout ce que je vais vous dire là est exact. J'ai choisi une langue burlesque. Excusez-moi, juste, on ne vous voit plus. Vous avez votre main devant l'écran. Vous avez la main. Le burlesque permet des raccourcis, des moments d'accélération. Les films muets, les burlesques sont des films souvent en accéléré. Ça permet des accélérations que seul le roman peut se permettre, car le roman aspire à la vérité et non pas à l'exactitude. Dans Primo Levi, tout est exact et tout est vrai. Dans Kertész, tout est vrai. On ne se demande pas si c'est exact.
Et donc, dans mon livre, j'ai voulu que les émotions soient restituées. Et là, on est obligé de faire des raccourcis et d'enlever des blocs entiers de réalité pour que le lecteur soit immédiatement saisi. Absolument. Chez Beccaro, Berne, etc., ils ont besoin d'exactitude. Et on voit que c'est à eux que c'est arrivé. Mais ça n'arrive pas au lecteur. Ça n'arrive qu'à Berne et à Beccaro. Oui, j'ai compris. Moi, ça n'arrive plus qu'au lecteur. Et c'est ce qui rend votre roman, du coup, d'autant plus prenant et saisissant, c'est cette plongée dans votre enfance, finalement. Et pourquoi à ce moment-là? Pourquoi l'avoir écrit cette année? Enfin, l'année dernière? J'en sais rien. Écoutez, j'ai écrit ce livre en 15 jours dans un moment de liesse totale, avec joie, en rigolant, en allant nager. Il était beau. Non, mais j'étais pas du tout dans un environnement mental désagréable, ni dans un environnement géographique pénible. J'étais vraiment bien, joyeux. J'ai écrit ce livre avec une très grande joie et dans une très grande vitesse. Comme une urgence, un petit peu? Oui, sans doute. Mais vraiment, je l'ai pas réécrit, je l'ai pas relu, d'une traite, ça. Bon, bah, Moment de grande c'est joie. réussi. C'était très amusant à écrire. Ah Je me bon. suis beaucoup amusé à l'écrire. C'était pas facile à lire. Oui, mais à écrire, Ouais. c'était très facile. Alors, je vais passer tout de suite la main à Galit qui a une question pour vous. Alors bonsoir toujours sur le Yann. roman. Alors, bonsoir. Alors déjà, je pense que pour avoir pu écrire Orléans en 15 jours, comme vous dites, et dans l'état d'esprit que vous décrivez, c'était peut-être justement tout un cheminement et tout ce que vous aviez écrit avant qui vous a amené peut-être à ce moment-là de votre vie à l'écrire comme vous l'avez décrit là. Moi, j'ai une question. En 2013, vous remportez donc le prix Renaudot pour votre livre Naissance, qui est personnellement mon préféré. J'ai adoré le lire. Ça m'a pris du temps, hein. Je ne l'ai pas fini en 3 jours. Hein. Il m'a pris du temps. Mais j'ai adoré le livre. Et dans ce livre, au départ, vous partez du principe que, en tout cas du postulat, que la naissance ne saurait être biologique. Que naître, c'est tuer non pas le père, mais le fils ou la fille qui est en nous. Et surtout, naître, c'est chercher, trouver et choisir d'autres parents que les parents biologiques, des parents spirituels. On comprend aujourd'hui a posteriori pourquoi vous avez à l'époque voulu vous trouver peut-être renaître ou naître et voulez-vous trouver des parents autres que ceux que le destin vous aura attribués. Et quels sont donc les parents spirituels que vous vous êtes choisis, que vous vous êtes trouvés? Et surtout, Yann, à quel moment de votre vie, du coup, êtes-vous né? Effectivement, je trouve que la biologie est un problème. C'est-à-dire que je ne vois pas sous quel prétexte des gens qui n'ont fait que vous mettre au monde peuvent s'arroger le privilège de s'intituler des parents. Parents, c'est quelque chose de grave. Symboliquement, c'est épais comme symbole, c'est quelque chose de profond et ça engage son être tout entier dans une mission de transmission, dans une mission de respect, d'amour, de tout ce que vous voulez. Et donc, être parent, c'est quelque chose de noble. Vous imaginez bien qu'une fois que vous avez mis quelqu'un au monde, les choses ne s'arrêtent pas là, elles ne font que commencer. Et il y a 2 catégories de parents au moins, si on veut être grossier dans un premier temps. C'est les parents qui méritent les enfants qu'ils ont mis au monde et les parents qui ne les méritent pas. Celui qui a osé porter la main sur Mozart, par exemple, c'est un salaud, son père. De quel droit le père de Mozart mettait-il des gifles à Mozart? Non, mais c'est vrai. Je suis, moi, pour l'adoption parce que je crois qu'il y a des enfants qui ne sont pas aimés par leurs parents. Et donc, tout d'un coup, leurs parents biologiques cèdent la place à des parents tout court. Et on voit bien que la noblesse du mot parent ressurgit sur des gens qui n'ont biologiquement rien à voir. Et puis, il y a toujours, vous savez, c'est ce qu'ont fait les nazis pendant la guerre. Quand vous voyez qu'Edith Stein, spirituellement, essaie de naître autrement que par sa biologie, c'est-à-dire qu'Edith Stein, qui est une sainte, qui est morte à Auschwitz avec les siens, mais qui est également juive de naissance, a récusé toute sa vie cette histoire de biologie parce qu'elle a essayé de naître spirituellement autrement que dans le corps qu'il avait fait naître juif, par exemple. Or, qu'ont fait les nazis quand ils sont venus la chercher au Carmel d'Est? Ils n'ont pas considéré qu'un être humain pouvait avoir une évolution spirituelle. Elle qui pensait s'intituler
Sainte Thérèse de la Croix, eh bien, les nazis sont venus chercher Fraulein Edith Stein, née juive. C'est-à-dire que les nazis ont une lecture strictement biologique de l'être humain. Eh bien, je trouve que dans toute lecture biologique, il y a toujours une forme de totalitarisme. Je peux choquer en disant ça. Je peux choquer. Mais la vision biologique doit être absolument accompagnée de quelque chose de spirituel, ou de quelque chose parfois de religieux. Spirituel et religieux, c'est pas la même chose. Mais il n'y a pas de biologie possible si on ne l'accompagne pas d'un contexte et d'une mission. C'est-à-dire que celui qui est livré au monde et qu'on laisserait se débrouiller avec cette naissance, sans dire d'où il vient, où il va et pourquoi il est là, c'est simplement quelque chose, et c'est l'exemple de Kafka, que son père a mis au monde, et Kafka a été lancé sur la terre sans la moindre transmission, puisque le judaïsme du père de Kafka était déjà éteint, c'était une coquille de noix vide. Donc Kafka dit qu'est-ce qu'on m'a transmis? On m'a pas transmis du judaïsme, on m'a simplement donné de la judéité. Donc, je suis un juif sans judaïsme, je suis donc une judéité sans contexte, je suis rien, je suis une vermine. Je suis rien du tout. Je suis en exil total par rapport à moi-même, je suis rien. C'est un exemple, parce que Kafka a une haine du père qui vient précisément de là. Donc, quand des gens vous lancent dans le monde sans vous donner en même temps une spiritualité, un contexte, une transmission, et finalement, en vous livrant votre histoire, vous n'êtes rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, j'ai oublié votre question, mais je vais essayer de... Je vous demandais quels parents spirituels vous étiez-vous choisi et à quel moment, du coup, vous étiez-vous né? Ce qu'il faut éviter, c'est de se choisir soi-même comme parent. C'est-à-dire que je trouve extrêmement dangereux les gens qui se font tout seuls. Ça n'existe pas. Les gens qui disent « je me dois tout à moi-même » sont des gens qui ont transformé l'athéisme en autothéisme. Ils sont devenus leur propre Dieu. C'est vraiment l'autothéisme, c'est « je me suis à moi-même, je me suis inventé, il n'y a rien avant moi, tout commence avec moi, et quand je me retourne, je n'ai pas de mémoire. Je n'ai pas une histoire qui m'a construit, je n'ai pas des textes qui m'ont précédé, je n'ai pas des ancêtres qui ont vécu mon histoire avant moi, je pars à partir de rien. C'est un syndrome extrêmement dangereux parce que faire dater son origine de sa propre naissance, c'est une forme de vie moderne où tout se passe donc dans l'imminence, dans l'instant, dans le présent. Et le présent pour le présent, c'est la barbarie. C'est-à-dire qu'on est coupé de toute mémoire, de toute histoire, de tout souvenir. Et quand on est coupé de sa mémoire, on ne peut que s'engager dans une voie totalement anarchique, sans pensée, sans contre-pouvoir, et on est livré à soi-même, avec tout ce que ça présuppose de crimes et d'horreurs potentielles. Mais du coup... Vivre sans être coupé de la mémoire, c'est une vie d'errance. Mais du coup, pardon, en vous choisissant des parents spirituels, quelle mémoire vous choisissez-vous? La mémoire de vos racines biologiques ou la mémoire de vos racines spirituelles, du coup? D'abord, les racines, je considère qu'elles sont toujours devant nous et pas derrière. C'est-à-dire que les racines sont dans l'avenir et non pas dans le passé. Si vous voulez, la possibilité d'avoir la perspective de naître à tout moment, de naître à soi-même, de naître par l'étude, de naître par la lecture, de naître par l'écriture, font qu'en fait, l'identité, j'ai commencé la guitare il y a 1 an et demi, maintenant quand je vais dans un magasin de guitare pour acheter un médiator ou changer des cordes, je m'aperçois qu'on me parle comme si j'étais un guitariste. J'avais donc potentiellement en moi l'identité d'un guitariste. Donc l'identité peut être devant nous et pas forcément derrière. L'identité peut très bien être vacillante et capricieuse, c'est-à-dire changer plusieurs fois dans une année, dans une vie, dans une journée. Et puis elle peut être multiple, c'est-à-dire qu'elle peut créer des origines. Quand on n'a pas la chance d'avoir des origines nettes, et que les origines sont douteuses, parce qu'on a hérité d'une histoire pénible. Moi, mes parents sont racistes, par exemple,
sont terriblement racistes, ils sont horribles. Je ne pouvais pas avoir cet héritage en fardeau toute ma vie, donc j'ai été obligé de me chercher des figures tutélaires. Et j'en ai changé. Quand j'avais 13 ans, c'était François Truffaut et Sacha Guitry, par exemple. Ensuite, ça a été Béni Lévy et Marcel Proust. Ça peut être de temps en temps d'autres écrivains, des chanteurs, des compositeurs, des créateurs de toutes sortes, mais à un moment donné, on a besoin au sens strict, de parents spirituels pour avoir une vie un peu plus riche, une vie intérieure plus riche. Et c'est vrai que dans mon cas, à un moment donné, j'ai eu comme père Emmanuel Lévinas et comme mère Edith Stein, qui ont été mon père et ma mère. J'avais besoin aussi d'une figure féminine. J'ai fait un petit chemin avec ces deux personnes pendant très longtemps. Ils m'ont appris plus que m'ont légué mes parents. Et puis ensuite, quand j'ai fait ce chemin-là, j'ai changé. J'ai été chercher un autre père et une autre mère. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin d'un homme et d'une femme. Donc je choisis un écrivain ou une écrivain, ou ça peut être Billie Holiday pendant 6 mois, et puis ensuite Ella Fitzgerald, et puis ensuite ça peut être Simone Weil, la philosophe. Et voilà, vous voyez, j'ai besoin aussi de figures tutélaires femmes dans mon panthéon personnel. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur 2017 où vous avez sorti en tout cas votre livre Terreur, que vous avez écrit suite aux attentats qui ont frappé la France, la vague d'attentats entre Charlie Hebdo, l'Hypercacher, etc. Et évidemment le Bataclan. Et dans ce livre, vous revenez sur une haine assez mécanique du juif, et vous mettez aussi un petit peu en question l'État, et presque, j'ai envie de dire, la non-assistance à personne en danger de l'État français par rapport aux Juifs de France. Aujourd'hui, on est 5 ans après tous ces événements. Entre-temps, on a eu Sarah Halimi, des tombes régulièrement profanées en Alsace, Alain Finkielkraut qui est traité de sale sioniste de merde en plein Paris par des manifestants. Qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, de l'avenir des Juifs en France? Déjà, par rapport à tous ces attentats, j'ai toujours trouvé inouï que lorsqu'un attentat est antisémite, quelque part, c'était normal. C'est-à-dire que les Français, la société française, se sont habitués à ce que les attentats s'adressent aux Juifs. Ah bah zut, ah bah c'est pas de chance, ah bah c'est atroce, ah c'est affreux, mais finalement, c'était rentré dans les mœurs. Oui, parce que c'est toujours celui sur qui on tape. De la rue des Rosiers, par exemple, bientôt, c'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on s'était habitué à ce qu'il y ait un lien de cause à effet entre l'attentat et la cible. Mais je veux dire, tous, à des échelles plus ou moins différentes, tous, je m'inclus dedans, on se disait de manière terrible, il faut bien l'avouer, il faut se regarder en face, on se disait, en fait, un attentat, définition de l'attentat, c'est monstruosité accidentellement dirigée contre les Juifs. Quand je dis accidentellement, c'est au sens où ça n'arrivait pas tous les jours. Ce n'est pas un accident, c'était tout à fait, de manière tout à fait volontaire. Mais je veux dire par là que c'était quelque chose d'accidentel quand ça arrivait aux autres. Regardez la phrase de Raymond Barre, terrible, lors de l'attentat de Copernic. Il dit en fait que ça a visé des Juifs et des Français innocents. Donc ça voulait dire, moi je pense pas qu'il était antisémite Raymond Barre, mais je trouve que sa phrase est terrible, parce qu'elle dit quelque chose, cette phrase. Elle dit, il y a des gens, quand il voulait dire innocent, il voulait dire il y a des gens qui n'avaient rien à voir là-dedans. Comme si les Juifs, eux, avaient à voir. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on a vécu pendant 40 ans avec cette idée que c'était juste pour les Juifs, que c'était anormal, mais que d'une certaine manière, c'était quelque chose qui n'était pas dépaysant, que ces attentats, finalement, leur étaient réservés. Et qu'ils étaient innocents sans doute, bien sûr, mais que on était rentré dans un monde où il fallait s'habituer à ce que les Juifs subissent des attentats. Et ce qui a choqué dans Charlie, dans l'attentat de Charlie, c'est que tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des non-juifs qui étaient concernés par les attentats. Et ce qui était véritablement difficile à vivre, c'est qu'on s'est aperçu que si la France est sortie en masse pour manifester, c'était parce qu'il y avait des non-juifs qui étaient concernés. Vous pensez que la France s'est sortie en masse s'il n'y avait eu que l'Hypercacher?
Ah ben non, puisqu'on a eu, si vous voulez, On est d'accord. on a la preuve que non, puisque quand Mera a commis ses exactions, Oui, absolument. ses ignominies et ses horreurs, on n'avait pas vu sur le sol de l'Europe depuis les années 30 un enfant se faire tuer à bout touchant par un adulte avec des balles réelles. Donc, si ce que vous dites était vrai, la France entière aurait dû sortir pour manifester à l'époque de Mera. J'y étais dans les manifestants pour le Mera. Vous pensez qu'il y avait la France entière? Il y avait du monde, mais il y avait qui dans ce monde-là? Que des juifs. Essentiellement Il y avait principalement la communauté juive, Avec c'est des sûr. juifs. Comme Non, pour mais Ilan dans- Halimi, La comme... majorité de la communauté juive était là, mais ça n'a pas bloqué la France. Il n'y a pas eu un je suis quoi que ce soit. Ouais. Si vous voulez, ce qui est terrible dans l'histoire de Charlie, c'est qu'elle révèle quand même, qu'on le veuille ou non, elle révèle le fait que tout d'un coup, les attentats ne se sont pas universalisés, parce que moi je considère qu'un attentat contre un juif, c'est un attentat universel contre l'homme. Mais les attentats tout d'un coup se sont généralisés. Et on s'est dit, aïe, je peux y passer aussi. Tout d'un coup, on a compris que dans le fait d'être non-juif, il y avait le fait de pouvoir être atteint par un attentat. C'est d'un cynisme total. Tout d'un coup, on s'est dit que Cabu n'était pas juif. Pourquoi est-ce que lorsqu'un juif est tué, je ne me sens pas totalement ciblé, alors que quand un dessinateur est tué, tout d'un coup, je me sens ciblé. Pourtant, je ne suis pas dessinateur. Ouais, absolument. Je travaille pas avec Charlie, et pourtant, je me sens visé. Tout d'un coup, il y a un truc de très grand cynisme hein, dans la manifestation Charlie. Il y a « Ouh là là, ça ne s'adresse plus qu'aux juifs, donc ça devient vraiment sérieux. Ouais, là, il faut s'inquiéter. » Il y a quelque chose d'un cynisme profond quand on y réfléchit bien. Oui, absolument. Ça me concerne parce que ça ne concerne plus les seuls juifs. Ça veut donc dire implicitement que quand ça concernait que les juifs, ça ne me concernait pas complètement. Donc c'est quand même encore une manière de les exclure de l'humanité. Ouais. Je suis désolé. Et alors, Comme- la comme situation Mohamed des Juifs de Merah, France pour vous aujourd'hui? Quand Mohamed Merah tue un enfant, vous savez ce que sont dit les Français? Mohamed Merah n'a pas tué un enfant français juif. Mohamed Merah a tué un enfant juif Ouais. français. sûr. Et donc, quand on tue un enfant juif français, C'est pas pareil. les Français se disent qu'il n'y a pas besoin d'aller manifester autant que lorsque c'est un enfant français qui est tué. Ouais. C'est la seule C'est lecture. une évidence implacable, de toute façon, ça a Mais été prouvé. on a les preuves que c'est Ouais, ça. ouais. Parce qu'on a des attentats qui n'ont visé que les juifs et qu'on a vu qui était dans la rue. Mais c'est pour Madame Mireille Knoll, Absolument. c'est passé exactement la même chose. Vous avez pas vu la France entière dans la rue. Je suis désolé. Ah, on est bien d'accord. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on avance quand on est juif en France, à votre avis? D'abord, On je s'en voudrais va dire. Non. D'abord, je voudrais dire qu'il faut relativiser une chose. Il y a eu des moments de l'histoire où les Juifs ont été beaucoup plus secoués, beaucoup plus en danger qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait dire, c'est que, bien que j'essaye de relativiser de manière maladroite, il est clair que les attentats et les agressions, les crimes antisémites ont connu une augmentation selon les chiffres. Ça va de 70% en 3 ans à 90%. Ça dépend des chiffres et de ce qu'on considère comme agression au sens large. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème. C'est la première fois que des gens ont peur de mettre des kippas en sortant dans la rue. C'est la première fois depuis 70 ans. Et c'est la première fois aussi qu'on a entendu dans la rue, depuis 70 ou 80 ans, des manifestants prononcer la phrase « sale juif ». Ouais. C'est la première fois. Donc, je serais juif, je me poserais vraiment la question. Je me dirais, est-ce que mes enfants, dans ce pays, sont en sécurité? Et quand bien même je me dirais qu'ils sont physiquement en sécurité, je me sentirais quand même assez peu désiré, Oui. assez peu entendu et assez peu compris. Parce que toute la journée, on nous dit qu'il ne faut absolument pas avoir peur, qu'il ne faut pas être dans les communautés, que le communautarisme est dangereux. Et dès qu'il y a un attentat, le président de la République ou le Premier ministre vient nous dire « Je demande à nos amis juifs de ne pas faire d'amalgame avec la communauté musulmane ». C'est-à-dire que tout d'un coup, dès qu'il y a un attentat, le lendemain, les pouvoirs publics eux-mêmes
refont des catégories en disant « je demande aux juifs de ne pas en vouloir aux musulmans ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on a l'impression qu'on n'est pas protégé finalement en tant que juif. Je reviens à ce que vous dites, ce que vous disiez déjà à l'époque. Pas protégé d'une part, et que d'autre part, on vous demande toute la journée d'arrêter d'être dans des positions communautaristes, mais il n'empêche qu'à chaque attentat, c'est au nom de votre communauté qu'on vous demande de pardonner à une autre communauté. Donc comme si les politiques qui veulent décommunautariser, en lendemain d'attentat, essayent de faire en sorte que les communautés s'entendent et s'écoutent et ne se conspuent pas. Donc ils reconstruisent eux-mêmes les communautés qu'ils avaient appelées à ce qu'on défasse la veille. Et moi je suis favorable à la communauté juive pour cette raison-là en fait. D'abord parce que je pense qu'en période de crise, des communautés sont vitales et donc plutôt que faire un retour en terre d'Israël, d'opérer son retour, je pense que les Juifs de France peuvent faire éventuellement un retour dans leur communauté. Et pour une raison supplémentaire, et qui rejoint celle-là, c'est que les communautés ne sont pas communautaristes. Je vous explique ce que je pense par là. C'est grâce à la communauté que l'individu peut se sentir individuel et peut se sentir respecté en tant qu'individu. C'est justement parce qu'il est entouré de gens qui ont le même socle intellectuel et culturel que lui, qui peut faire la différence par rapport à ces gens-là. C'est au milieu de gens qui se ressemblent qu'on peut se dissembler. C'est au milieu de nos semblables qu'on peut être différent. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'est parce que les choses sont identifiées comme étant communes sur plein de choses qu'on peut faire la différence sur des choses infimes et que s'affirmer, c'est d'abord s'affirmer dans son originalité au sein d'une communauté. L'originalité définie par rapport à un socle commun. Une originalité lâchée dans la nature, quand il n'y a pas de référent, c'est flasque, c'est informe, c'est rien. On va dire qu'un juif est très original, très spécial, très individuel, qu'il apporte quelque chose, précisément parce qu'on le définit par rapport à un référent qui est le canon communautaire. Et c'est dans une communauté qu'on s'aperçoit finalement qu'il n'y a que des individus. Si vous n'êtes pas au sein d'une communauté, il n'y a pas de définition possible de l'individu. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On ne définit l'addition, la soustraction, la division et la multiplication que dans un groupe. Oui, il faut un référent. Oui, dans un groupe. Le groupe qui invente la division, la multiplication. En mathématiques, il y a un groupe à l'intérieur duquel sont définis la multiplication, la division, etc., etc. Donc, les individus ne sont décelables que dans un référent qui est la communauté. Et ensuite, lorsqu'ils ont utilisé les fruits de la communauté pour devenir des individus, ce qui n'aurait pas pu être sans l'apport intellectuel et spirituel de la communauté, ils peuvent enfin embrasser une carrière ou un destin dans la société au sens large, où ils seront finalement la synthèse de leur histoire communautaire et de l'individu qu'ils sont devenus grâce à cette histoire. Je ne crois pas du tout, ce que vous dites tout à l'heure, à l'individu qui se crée de toutes pièces à partir de lui-même parce qu'il décrète qu'il ne doit rien à personne. Ouais. C'est la communauté qui aide l'individu à devenir ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle l'en empêche, elle le tiraille de toutes sortes, qu'il se débat et qu'il arrive avec ses forces qui voudraient l'assimiler de toutes ces forces à une figure générique qui ressemblerait, et c'est absurde, à tous les juifs, que se débattant dans cette injonction de ressembler à tous les autres, il devient lui-même. Et c'est ce que j'aime dans la communauté juive, c'est que de toute façon, quand on étudie, il y a toujours quelqu'un qui vient apporter la contradiction. Absolument. Et il y a toujours quelqu'un qui vient nous pousser dans nos retranchements. Et cette communauté-là, elle a ça de particulière, qu'elle pousse l'individu dans ses retranchements. Et dès qu'il veut s'assimiler, elle le contrarie. Et dès qu'il veut s'émanciper, elle le ramène. Et donc, il est toujours contrarié. Il est toujours empêché, soit de s'assimiler complètement, soit de prendre ses distances totalement. Il est toujours contrarié dans ses projets. Et c'est finalement ça qui ressemble à la vie humaine. Une vie humaine, c'est quelque chose qui est toujours contrarié dans ses projets. Il y a quelques semaines a été votée une loi donc, qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que je voulais savoir si vous pensez que c'est une loi qui peut être appliquée dans les faits, parce que même depuis que cette loi a été votée,
on constate, par exemple, les derniers propos je pense à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres de la France insoumise qui s'expriment là-dessus pas mal et qui revendiquent en fait le droit, en fait, à chaque fois qu'on leur fait le reproche d'avoir des propos antisémites, ils revendiquent le droit de critiquer Netanyahou, le Likoud, comme si c'était quelque chose de très important en France de critiquer Netanyahou et le Likoud et que ça justifiait tout propos antisioniste entre guillemets. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est une question extrêmement complexe et je vais essayer de vous répondre avec le maximum d'honnêteté et de nuance. Parce que c'est une question complexe. La première chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, en 2019, l'antisionisme est un antisémitisme. De manière claire. Pour moi, antisionisme égale antisémitisme en 2019. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme a toujours muté. Quand la religion était prépondérante, il y avait l'antisémitisme déicide, c'est-à-dire qu'on considérait que les Juifs avaient tué Dieu. Ensuite, bon, je vais très vite parce qu'on n'a pas le temps, mais quand la notion de race, par exemple, était à la mode, c'est-à-dire à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe, et qu'elle a explosé à la fin du XIXe, avec toutes les études qui tendaient à montrer que l'existence des races était une réalité, ce qu'on sait aujourd'hui, heureusement, être une aberration, eh bien, l'antisémitisme a fait son miel de cette nouvelle mode scientifique et est arrivé à un antisémitisme racialiste et par conséquent, de fil en aiguille, raciste, qui a donné lieu aux lois de Vichy et au nazisme hitlérien. Et l'antisémitisme, de fait, a toujours eu le génie atroce de muter en fonction des modes de la société, de l'histoire et des tendances scientifiques ou pseudo-scientifiques. Le seul antisémitisme qui ne pouvait pas s'exprimer à plein, c'était l'antisémitisme géopolitique, pour une raison très simple, c'est que l'État d'Israël n'existait pas. Du jour où l'État d'Israël existait et qu'on a vu que la notion de race était tombée en désuétude de manière claire et heureuse, eh bien l'antisémitisme a trouvé un nouveau jouet. Il a été voir dans le vestiaire ce qu'il y avait comme possibilité de continuer à haïr les Juifs, et il a trouvé l'existence de l'État d'Israël. Le sionisme, quand l'État d'Israël n'existait pas, était une sorte de compromis qui voulait éviter, il y a des textes de Gershom Scholem là-dessus qui sont très beaux, où il dit voilà, le sionisme est important parce qu'il veut éviter deux écueils. L'ultra-orthodoxie, d'une part, Israël est une question trop grave pour la laisser entre les mains des rabbins, en gros. Hein. Et deuxième chose, dit-il, le deuxième écueil, c'est l'assimilation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois vouloir que tous les juifs soient ultra-orthodoxes, et on ne veut surtout pas non plus que tous les juifs cessent d'être juifs et disparaissent de manière passive de la surface de la planète, et que finalement ils s'assimilent et ils s'éteignent en fait de leur belle mort. Et donc le sionisme était né de cette idée-là. Mais le sionisme, une fois que l'État d'Israël existe, ce n'est plus la même chose. C'est simplement la seule manière qu'on a de pouvoir continuer à haïr les Juifs, parce que la notion de race est simplement tombée en désuétude. Par conséquent, on essaye de nous faire comprendre, notamment par les gens que vous venez de citer, qu'aujourd'hui, l'antisionisme serait une position politique, et on confond l'antisionisme avec la liberté de critiquer un gouvernement, comme c'est le cas pour tous les pays du monde. Je veux dire, est-ce que je fais de l'antifrancisme si je critique le gouvernement d'Emmanuel Macron? Non. J'ai un pays et je critique naturellement le gouvernement de mon pays. Donc je considère qu'Israël doit avoir une existence parfaitement normale et que le fait de critiquer la politique d'Israël n'est pas de l'antisionisme. C'est simplement la liberté de critiquer un pays qui a raison d'être. Alors ça, c'est le premier point. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais d'ailleurs, l'antisionisme, ce n'est pas critiquer l'État d'Israël ni sa politique. C'est juste lui dénier le droit d'exister. Non, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire à l'ultra-gauche. Bien sûr. C'est que, je disais, on veut nous faire croire que l'antisionisme se confond avec le fait de critiquer. Exactement. On sait très bien, d'ailleurs, c'est souvent les antisystèmes qui sont antisionistes. Pourquoi? Vous verrez que antisystème, c'est quasiment un anagramme d'antisémitisme. Mais oui, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est devenu complètement ça. Là où ça ne va pas vous plaire,
il y a quelque chose dans ma réponse qui ne va pas vous plaire. À titre personnel, je trouve que c'est une défaite totale de la pensée que de faire entrer dans le tribunal, dans les tribunaux, ce genre de questions. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas mal de copains de la communauté juive en France qui sursautent quand je leur dis que je suis contre la loi Guesso. Je suis contre la loi Guesso. Pour une raison très simple. Si il faut passer par les tribunaux pour établir une vérité historique incontestable, on affaiblit cette vérité historique. Les tribunaux appartiennent à l'histoire, l'histoire n'appartient pas aux tribunaux. Ça veut dire, c'est le signe qu'on envoie très fort, ça veut dire qu'on n'a aucune confiance dans le statut de cette vérité, à tel point que cette confiance dont on manque est prise en charge par la loi. C'est un aveu d'échec intellectuel total. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça veut dire que l'histoire a peur, et elle a raison d'avoir peur, c'est là que c'est complexe, a peur qu'on l'oublie. Et oui, tout s'oublie, et un jour, hélas, la Shoah s'oubliera, ce qui est le pire qui puisse arriver à l'humanité. Et c'est pourquoi les textes, les témoignages, les romans, les récits, tout ce qu'on peut recueillir, et on en a fait beaucoup, mais c'est jamais assez, pour que la Shoah survive. Et c'est aussi pourquoi on doit la transmettre. Il doit y avoir une transmission de la Shoah par les textes, par les témoignages, etc. Mais je ne vois pas en quoi le droit, avec ses petits bras, sachant que vous savez très bien que le droit est relatif, il suffit qu'on ait un gouvernement un jour, genre Pétain et Vichy, Dieu soit loué, j'espère que ça n'arrivera jamais, on voit à quel point la loi est relative, c'est-à-dire qu'il va y avoir des décrets qui vont affirmer qu'effectivement, Robert Forisson a raison. Tout ça est relatif et éphémère. La Shoah ne doit pas dépendre du jugement d'un tribunal et d'une loi. Elle doit se propager par les textes, les témoignages, les poésies, les dessins. Je trouve que Yad Vashem, par exemple, est beaucoup plus puissant que la loi Guesso. Je trouve que Yad Vashem, la salle où il y a tous les noms qui sont égrenés toute la journée comme une litanie, c'est ça pour moi qui préserve la mémoire de la Shoah, et pas du tout le fait qu'on va punir un petit connard qui aura dit que ça n'a pas eu lieu. Oui, mais sauf que Yad Vashem, ça se trouve en Israël, ça se trouve pas en France, donc... Si, alors c'est ça le problème. Ouais. Et là, vous tapez dans le mille, mais dans le mille. Les Allemands ont été capables de faire un des plus beaux musées au monde de la Shoah. Ouais. En Israël, il y a des plus beaux musées au monde de la mémoire de la Shoah. Ouais. Et la France, par une sorte d'aberration, même s'il y a des musées, hein, par une sorte d'aberration, la France traîne encore ça comme un boulet. Et c'est pourquoi je trouve qu'il est vain de vouloir édicter une loi qui permettrait de considérer que c'est d'antisémitisme de dire qu'on est antisémite pour deux raisons. D'abord, c'est inapplicable. Voilà, c'est exactement ce que je vous demandais. Oui. Les gens vont venir minauder pour dire qu'ils n'ont pas voulu dire ça, que c'est la liberté d'expression. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont trouver autre chose. Bien sûr. Et donc, en fait, comment dire, l'antisémitisme mute. Et c'est un peu comme le vaccin du sida, on ne le trouve pas parce qu'il mute sans cesse. Et vous savez pourquoi il mute et pourquoi on s'en débarrassera jamais? Contrairement au racisme, pour la raison suivante. J'ai toujours fait une distinction philosophique entre le racisme et l'antisémitisme. Et je crois qu'on se trompe de combat quand on se bat en même temps contre les deux. Prenons un exemple. Qu'est-ce qui dérange le raciste? Le raciste est dérangé par le fait que quelqu'un soit noir ou soit arabe. C'est insupportable, mais intellectuellement, j'arrive à comprendre vaguement pourquoi. Parce que le raciste ne supporte pas la différence. Si vous dites au raciste, demain il n'y aura plus de noirs et plus d'arabes, c'est le plus beau jour de sa vie. Prenons maintenant l'antisémite. L'antisémite, vous lui dites que demain il n'y a plus un juif sur la terre. Eh bien, il est en enfer. C'est trop cauchemar. Parce que qu'est-ce qui le dérange? C'est pas la dissemblance, c'est pas la différence qui le dérange. L'antisémite est dérangé par la ressemblance. Ce que déteste l'antisémite, c'est la ressemblance. C'est de voir qu'autrui est le même que lui. Et c'est pourquoi je considère que l'antisémitisme est une manière d'aller chercher un bouc émissaire parce qu'on n'ose pas se haïr soi-même. Et je trouve qu'à chaque fois que vous regardez les profils des grands antisémites, je dis grands, non pas par leur génie, mais par la hauteur de leur abjection, eh bien, ce sont toujours des gens qui sont dans la haine d'eux-mêmes. Dans toutes les biographies des antisémites notoires, il y a une haine
fondamentale, soit de son corps, soit de sa profession, soit de son être, soit de son époque, soit en fait de soi, de manière tellement virulente qu'ils ne peuvent pas se vomir, donc ils vont essayer de s'en prendre à quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un qui va être responsable de leur physique, de leur médiocrité, de leur statut, de leur ratage. Et c'est la phrase terrible de Bernanos quand il disait qu'Hitler avait déshonoré l'antisémitisme. Longtemps, j'ai trouvé que cette phrase ne voulait rien dire. Et un jour, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. J'ai compris que, en fait, il disait cette phrase inouïe, que parce que les Juifs ont été exterminés, il serait plus difficile désormais d'aller les prendre naturellement comme bouc émissaire de son propre ratage. On pourrait hélas plus aller les haïr à la place de se haïr soi-même parce qu'ils avaient été la victime d'un crime abominable. Et cette phrase-là a résonné en moi, je me suis dit, mais c'est là la clé de l'énigme. L'antisémite ne supporte pas la ressemblance, car je ne vois pour ma part aucun moyen de reconnaître physiquement un juif. Quel est le point commun entre un rabbin polonais et un surfeur de Tel Aviv? Non mais là on rentre dans le racisme. Je suis désolé, je peux reconnaître un noir d'un blanc. Je ne peux pas reconnaître un juif d'un non-juif. Je suis désolé. Au musée de la diaspora à Tel Aviv, il y a un musée de la diaspora en fait, où à l'entrée du musée justement, vous voyez une trentaine, une quarantaine de photos de juifs. Et c'est justement ce qu'ils veulent vous dire, c'est que tous ces juifs sont totalement différents. Il y a des noirs, des jaunes, des blancs, tout ça. Et la première chose qu'on vous apprend quand vous rentrez dans ce musée, c'est de regarder tout ça et dites-moi qu'est-ce que vous voyez de ressemblant entre toutes ces personnes-là. Et effectivement, comme vous dites, il n'y a rien qui les assemble au niveau physique. Bien sûr. C'est une construction, je crois, qui date du XIIIe siècle. Le nez crochu des Juifs, c'est une construction mentale, sociologique, qui a fait malheureusement beaucoup de dégâts et qui a eu un beau succès. Vous vous souvenez de au bâtiment Berlitz en France en 1940, il y a eu cette exposition sur la France et les Juifs, où on venait reconnaître la typologie physiologique d'un Juif. Et heureusement, vous voyez à quel point d'ailleurs, il ne faut pas confondre l'antisémitisme et le racisme. C'est que l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il a fait dans ce cas précis? Il est allé justement fabriquer de la différence physique, comme on en fait par exemple avec quelqu'un de couleur. Parce que là, la différence physique, ce n'est pas du racisme que de dire qu'il y a une différence de couleur entre un noir et un blanc. Mais l'antisémitisme a même été capable d'aller se cacher dans cette différence pour créer quelque chose de totalement d'ailleurs inédit, c'est que les Noirs, on en faisait au temps de l'esclavage une espèce inférieure, les Juifs, on en faisait une espèce à part, c'est-à-dire à éradiquer. C'est-à-dire que les Noirs étaient traités comme des animaux, mais étaient vaguement conçus comme des êtres humains. Les Juifs n'étaient pas considérés comme des bêtes de somme à cette époque-là, mais comme des rats. Il y a des textes de Brasillac, dans un premier temps, il compare les Juifs aux singes, et puis ça ne va pas assez loin, donc dans Je suis partout, à un moment donné, ils disent que dans Paris, il y a de plus en plus de rats et pas assez de chats. Et qu'on s'aperçoit tous les jours qu'il y a des rats qui veulent se transformer en chats. Donc, les Juifs ne sont pas considérés simplement comme des animaux au sens où ce sont des animaux utiles, des bêtes de somme, mais ce sont vraiment des parasites à éradiquer. Et il y a ce truc qui est une autre forme d'antisémitisme dont on ne parle jamais, c'est l'antisémitisme du complot sous deux formes. Le complot juif, on en parle moins qu'au XIXe siècle. Or, il y a deux formes de complot qui se sont parallèlement développées. C'est le complot par le microscopique et le complot par le macroscopique. Ce sont deux choses qu'on ne voit pas. Le microscopique, c'est trop petit pour être vu, donc c'est invisible. La vermine, cette vermine qui va venir dans le monde répandre sa folie des postes intéressants, sa folie, c'était la théorie du remplacement avant l'heure, venait tout gangréner la société en fait pour s'emparer des banques, des postes, du pouvoir. Mais c'est donc par le microscopique. C'était insidieux, on ne le voit pas, comme la vermine. Et donc dans le vocable de Céline, par exemple, on voit bien, lui qui a fait sa thèse sur un obstétricien, sur Semmelweis, il est obsédé par les microbes et les virus. Donc le juif, pour les grands antisémites de cette époque, c'est ce qui ne se voit pas microscopiquement. Et de manière parallèle, vous avez ce qui ne se voit pas macroscopiquement. C'est-à-dire à l'échelle mondiale, une main invisible, le 11 septembre, ah bah oui, c'est un truc tellement énorme qu'on ne l'a pas vu venir tellement c'est gros, les blocs de nations qui se déplacent, l'espionnage, etc. Donc l'invisibilité
par le macroscopique. Et ces deux obsessions de l'invisible par le microscopique et le macroscopique se rejoignent pour faire du juif un corps étranger qui est tout le temps en train de menacer l'ordre établi. C'est à cause de lui qu'il y a la guerre, parce que nous, on voulait tous la paix en France, mais ça a déclenché la guerre, et pendant la guerre, etc., les rats pullulent, enfin, la boucle est bouclée. Et donc, vous trouvez toujours des manières d'être antisémite. Il y en a une nouvelle qui arrive, c'est l'antisémitisme inculte. L'antisémitisme jusqu'à aujourd'hui a toujours été aberrant intellectuellement, mais bizarrement et paradoxalement cultivé. C'est-à-dire qu'on passait sa vie à dire des choses fausses, mais on se faisait une culture. Aujourd'hui, c'est encore un peu vrai sur Internet parce qu'il y a des radicalités qui se construisent sur des sites Internet ultra-salafistes qui appellent à la mort des Juifs. Hein. Donc ça continue. Par l'étude aberrante de textes fous, ça continue. Mais il y a aussi, aujourd'hui, dans les banlieues, mais pas simplement en France, vous dites à quelqu'un qu'est-ce que tu penses des Juifs? Zgruik, je vais leur trancher la gorge. Pourquoi? Bah, je sais pas. Parce qu'ils font du mal à nos frères palestiniens. Point. Voilà, il n'y a rien d'autre. Ouais. Et avec ce paradoxe fou, c'est que dans un même immeuble, on peut adorer la famille juive qu'on entend taper du pied au-dessus de notre tête et avec qui on joue au foot dans la cour, mais on va détester quand même le juif qui habite très 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 loin en Israël. Donc vous voyez à quel point là, c'est pas macroscopique, microscopique, mais c'est proximité, éloignement. Il y a toujours une manière de haïr, c'est que même celui qui les aimerait... Il y a toujours une bonne raison, quoi, en fait. Dans le celui qui les aime dans le voisinage peut les détester à distance, alors qu'on connaissait l'inverse. Celui qui les détestait dans son voisinage et qui les supportait à distance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'antisémites qui adoraient le sionisme à une période donnée. Même Hitler, au début, voulait les reléguer en Afrique. Exact. En Ouganda. Dans les pays nordiques. Alors Greg, je crois que tu voulais rebondir sur quelque chose par rapport justement à au plateau télé en France et comment parler de ces sujets-là. Moi j'ai une petite question, je suis téléspectateur à l'étranger qui vit dans un pays qui a vécu ces 20 dernières années et même plus le terrorisme. Je viens moi de Belgique où j'ai vécu aussi un petit peu l'antisémitisme avant de venir ici en Israël. Oui. À part vous, je suis pas un assidu de la télévision française aujourd'hui, mais à part vous, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui osent appeler un chat. Et ce que je me demandais, c'est qu'aujourd'hui en France, qui doit subir malheureusement des attentats terroristes, des actes terroristes, qui subit un antisémitisme renouveau aujourd'hui, est-ce qu'il y a derrière la caméra, sur les plateaux télé, auprès des journalistes, est-ce qu'il y a une directive? Est-ce qu'il y a des consignes de ne pas parler, de ne pas frustrer, de ne pas froisser, quelque chose, d'avoir peur de dire les mots? Et puis l'islamophobie aussi, oui, de tout. Est-ce qu'il y a cette peur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a cette interdiction, cet interdit à ces mêmes personnes qu'on voit derrière, qu'on voit dans le petit écran, de parler comme il faut parler? Parce que je ne veux pas croire que tout le monde ne voit pas ce que nous on voit ici à distance, du moins. C'est un sujet compliqué. Il y a plusieurs choses. D'abord, si vous voulez, je constate que peu de gens prennent cette position publiquement. C'est vrai. C'est vrai. Il ne vous a pas échappé que j'avais pris cette position assez souvent, de défendre presque systématiquement Israël pour des raisons qui sont d'ordre d'honnêteté intellectuelle. D'honnêteté intellectuelle, parce que je suis allé en Israël et que moi j'ai vu des gens qui étaient plus en train d'aider les Palestiniens à la moindre occasion et d'aller les soigner gratuitement, essayer d'avoir une vraie opposition, de parler de ça, de trouver un statut. Et je suis désolé, je ne veux pas opposer deux camps parce que c'est la fin de la pensée. J'ai toujours essayé de défendre Israël de manière inconditionnelle, même si M. Finkielkraut me reproche cette expression, mais à ce que je sache, M. Finkielkraut ne représente pas les Juifs du monde à lui seul, fort heureusement. Et par ailleurs, j'ai trouvé très important que ce ne soit pas toujours les Juifs qui défendent les Juifs. Parce que c'est une manière aussi parfois de se décrédibiliser, malheureusement. Quand on fait partie d'une communauté, si vous êtes tout le temps en train de la défendre, je sais qu'Yvan Attal, par exemple, en a marre de défendre ces points de vue-là, parce qu'il me dit, moi, j'en ai marre de faire le juif de service, et à chaque fois que je parle, je ne suis pas audible. C'est le seul. Alors, moi, si vous voulez, je l'ai fait parce que c'était pour des raisons d'abord intellectuelles, une sorte de
passion intellectuelle, non pas pour moi, le judaïsme ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas religieux. La judéité ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas juif. Mais la pensée juive me passionne. Et puisque la pensée juive me passionne, la philosophie juive me passionne, le Talmud, tout ça me passionne, sans que j'en fasse quelque chose de religieux, et forcément, la politique et l'histoire juive me passionnent. Et donc, l'honnêteté intellectuelle me force à dire que la situation n'est jamais celle qu'on nous présente et qu'à chaque fois qu'Israël ose se défendre, Israël est considéré immédiatement comme un agresseur. C'est ce que je constate dans les journaux. Le seul pays au monde qui n'a pas le droit de riposter, c'est Israël. Or, la notion de riposte est une notion sur laquelle on devrait réfléchir. Qu'est-ce que la riposte? Quand est-ce qu'on doit riposter? Eh bien, longtemps, les Juifs n'ont pas su riposter. De par leur culture, ils ont riposté intellectuellement, ils ont riposté intelligemment d'ailleurs, sans toujours prôner la violence. Ils ont même souvent riposté passivement. On connaît toutes ces scènes de gens qui emmenaient dans les camps, ont étudié, prié, pensant éventuellement que c'était les temps messianiques qui allaient venir. Vous voyez, la riposte, elle est d'ordre spirituel, intellectuel. Et puis un jour, les Juifs du monde ont dit stop. La riposte sera toujours intellectuelle, mais pas que. La riposte sera physique. Et ça a été une détonation. Les gens n'ont pas supporté. Ce peuple, tout d'un coup, innocent, n'était plus inoffensif. On le voulait innocent et on le voulait inoffensif parce que la faiblesse attise la haine. Mais le fait qu'ils se défendent est devenu insupportable. Et c'est toujours pas passé dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on en fait le pays le plus militaire du monde, le plus agresseur du monde, le plus viril du monde, alors qu'il ne fait que se défendre de menaces qui sont perpétuelles et avérées. Et donc une réplique d'Israël est considérée comme une agression. C'est une forme d'antisémitisme. On trouve là le livre d'Esther, où tout d'un coup il y a une inversion, où le méchant devient le bon, le bouffon devient le roi, et tout d'un coup... c'est un cas de figure, la Pâque juive où tout est inversé, c'est un carnaval, tout est inversé, et on se retrouve là dans l'assertion totale antisémitique qui est, tout d'un coup, Israël égale SS. On l'a entendu ça, hein. Et ça a même été tagué sur un spectacle de mon ami Arthur. L'armée israélienne est considérée par l'antisémite aujourd'hui comme une armée nazie. Et ça, c'est insupportable. C'est absolument abject. Donc voilà un premier élément de réponse à votre question. Ça avait déjà été lancé par Dieudonné déjà à l'époque, quand il avait fait son petit spectacle où il avait fait Israël déjà, je ne sais pas si vous en souvenez. Exactement. La deuxième chose qui m'est plus personnelle, c'est qu'à chaque fois que j'ai défendu Israël, j'ai été menacé. Pas menacé physiquement. Jamais. Menacé d'une autre manière, que vous avez peut-être appris les quelques bribes récemment. À chaque fois que je défendais Israël, il y avait sur Internet, pas que la fachosphère, hein, les réseaux sociaux, machin, des petits malins qui annonçaient que dans la semaine, ils allaient sortir des petits dessins que j'ai faits il y a 30 ans. Et donc, envers et contre tout, j'ai décidé de continuer à assumer mes positions. Et effectivement, j'ai vécu avec cette menace pendant des années jusqu'à ce que ça advienne. Et il ne vous aura pas échappé que pour la première fois, depuis toujours, des journaux qui ont pignon sur rue, comme Le Monde par exemple, a donné la parole à des antisémites et des révisionnistes notoires pour savoir ce qu'ils pensaient de moi, ce qu'ils pensaient de mes dessins, quelles étaient mes fréquentations, etc. Et ils ont pris comme pour argent comptant des propos de cette engeance d'être humain-là. C'est pourquoi leur coup est assez bien ficelé. La seule personne qui passait sa vie, et pas toujours de manière télévisée, ni filmée, ni photographiée, je peux vous l'assurer, et ces week-ends à débattre sur ce sujet, a été expulsé et catapulté, mais pas de n'importe quelle manière, en essayant de frapper sur son soi-disant antisémitisme. Et c'est là que j'aimerais, s'il vous plaît, en parler 30 secondes. Certains de Juifs de France et même d'Israël m'ont envoyé des mots extraordinaires, au sujet de la Teshuvah.
Et je refuse cette échouva et je vais vous dire pourquoi je la refuse. Je ne veux pas de ce pardon et je vais vous choquer. Je ne veux pas de ce pardon parce que je n'ai pas commis de faute et je vais vous dire pourquoi je n'ai pas commis de faute. Je le dis maintenant parce que c'était pas audible il y a 4 mois. Je pense que quelqu'un qui était antisémite à 20 ans l'est toute sa vie. L'antisémitisme est une déviance du cerveau humain, c'est une perversion de l'esprit et je ne crois pas du tout qu'un type qui était viscéralement antisémite il y a 30 ans plus tard, revienne en disant « j'ai changé parce que j'ai lu Lévinas, j'ai changé parce que j'ai rencontré Bernard Lévy, j'ai changé… » Non. À titre personnel, je me trompe peut-être, mais je n'y crois pas. Ces bandes dessinées, c'est moi qui en parle, vous avez eu l'élégance de ne pas en parler, mais moi j'ai besoin d'en parler. Ces bandes dessinées, des petits malins de l'Express les ont sortis en faisant un effet zoom sur le premier numéro, qui était un numéro abject, pas drôle, noir, grinçant, de type mal dans sa peau, spécial Shoah. Ils se sont bien gardés d'insister sur les 3 autres numéros, l'un sur la famine, le 3e sur l'abbé Pierre et le 4e sur les serial killers. À l'époque, avec 2 copains, on trouvait très rigolo de se faire détester par une promotion d'école de commerce parce qu'on était largués par les filles, on n'avait pas intégré l'école qu'on voulait. Pendant 4 mois, on a traversé une époque difficile et on s'est amusé à choquer le bourgeois avec les choses les plus inadmissibles. On savait que la Shoah était un tabou. J'ai fait des dessins crasseux et ignobles de types qui font de la guitare électrique, qui montent un groupe qui s'appelle les Strebling Cats, des choses comme ça. C'est abject, ça peut choquer des gens. Je vais même vous dire, c'est inadmissible. Les ayant revus récemment, j'ai eu une forme de nausée, hein, c'est vrai. Mais le numéro 2, ça parlait d'autre chose. Et le numéro 3 parlait encore d'autre chose. On cherchait tous les tabous de l'époque pour transgresser. Premièrement, la transgression, ça fait partie de l'adolescence. Il vaut mieux transgresser à 20 ans qu'à 50. 2, il n'y avait pas d'obsession antisémite dans la mesure où 15 jours plus tôt, je n'avais pas fait ces dessins-là, et 4 mois plus tôt, j'en ai plus jamais fait. Je n'ai jamais été obsédé par cette question-là, c'est peut-être à la limite plus grave. En 1989, ce qu'on appelle les questions juives ne m'intéressait pas. M'intéressait pas, j'intéressais à d'autres choses, la littérature, la musique. J'avais pas encore rencontré la pensée juive. Et donc j'étais un petit mariole, un peu dépressif, qui faisait n'importe quoi. Et je me suis, vautré dans cette fange-là, comme d'autres l'avaient fait dans le magazine Harakiri, sauf que j'ai pas leur talent, que ça n'a rien donné. Et donc, bien sûr que pendant 30 ans, on m'a menacé régulièrement de sortir ces dessins. Bien sûr que j'étais pas tellement heureux à la perspective que ça sorte. Et d'ailleurs, la preuve en est que je n'ai jamais voulu les sortir de mon propre chef, de mon plein gré. J'en ai averti Bernard-Henri Lévy, mon éditeur, quand même. Je savais que ça pouvait sortir un jour et je ne me suis pas trompé. Le pire est toujours sûr. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ça sort maintenant, c'est par des voix d'extrême droite, mon frère notamment, qui a été proche de groupuscules néo-nazis. Ça sort d'un type qui s'appelle Marc-Édouard Nab, d'un type qui s'appelle Paul-Éric Blanru, de vrais négationnistes, de vrais racistes, de vrais antisémites. Et donc, c'est quand même étrange que la communauté juive, dans son immense majorité, je ne dis pas à 100%, mais de ce que j'ai pu voir dans son immense majorité, on n'est pas fait tout un plat, mais qu'en revanche, les antisémites, on est fait tout un plat. Oh, qu'est-ce que c'est choquant que Nab et Blanru soient ulcérés par ces dessins, c'est quand même étrange. Qu'ils soient plus royalistes que le roi, que la communauté juive me dise, toi mon pépère, on ne veut plus entendre parler de toi, tu dégages, tu n'as plus le droit de prendre position, on ne veut plus te voir sur ce sujet-là, j'aurais accepté. Maintenant, c'est 30 ans de combat, c'est 30 ans d'études, j'ai appris l'hébreu, j'ai étudié, et évidemment, qu'est-ce que font les antisémites? Ah oui, il a appris l'hébreu et il a étudié pour camoufler, vous voyez bien qu'on n'en finit jamais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis ça pourrait marcher ce raisonnement sur éventuellement quelques années pour vous racheter, mais quand on voit votre défense inconditionnelle, ça ne tient pas debout et je pense qu'on est tous d'accord. Non, mais je vais vous dire, si j'avais voulu me racheter avec ça, c'était un beau geste aussi le rachat.
Et là, si vous voulez, la teshuva aurait marché. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu dire, j'étais une vermine antisémite, je ne le suis plus. C'est un magnifique parcours que de l'avoir été et de ne plus l'être. Il se trouve que ce n'est pas le mien, mon parcours était beaucoup plus facile. Je n'ai pas eu besoin de m'arracher à la vermine antisémite pour devenir philosémite, ce que je ne suis pas. Je ne supporte pas le philosémitisme. Pour moi, c'est une déviance inverse de l'antisémitisme. C'est douteux. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on placerait les juifs tout en haut? Là aussi, il y a un problème. Le philosémitisme, pour moi, c'est l'antisémitisme de ceux qui aiment les juifs. Il y a un truc qui n'est pas normal. Moi, ce que je demande, c'est que la communauté juive, dans son intégrité intellectuelle, morale, physique, religieuse, spirituelle et biologique, soit respectée, qu'elle soit en France préservée, et qu'on sache qu'à chaque fois que les Juifs de France ont été menacés, les années qui suivent ont été apocalyptiques. Quand on s'en prend à un Juif, on s'en prend à l'humanité tout entière. Il y a un universel juif. L'universel juif est celui qui nous a fait cadeau de la Torah, qui nous a fait cadeau de la loi, qui nous a fait cadeau de l'étude et d'une certaine forme d'intelligence critique, notamment un vaccin magnifique contre l'extrémisme et la radicalité, parce que, on a parlé tout à l'heure dans la première partie, si j'ose dire, il y a toujours en face de soi quelqu'un qui étudie mieux que vous en général. Quand vous êtes ceinture noire de judaïsme, il y a toujours un ceinture noire première dame qui est en face de vous pour vous rabattre votre caquet. Ça, c'est très important. Celui qui n'a... D'un côté, on transmet, et de l'autre, on s'en prend plein la gueule. D'un côté, on transmet, de l'autre, on subit. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Et c'est la raison pour laquelle il y a dans la pensée juive un vaccin contre toute forme d'extrémisme et de violence gratuite. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que les Juifs, en tout cas le Dieu des Juifs, nous a fait un cadeau immense, que la Torah est un cadeau pour l'humanité tout entière. Et il y a dans la Torah une place réservée aux non-juifs, pour les Bnei Noach, les fils de Noé. Et ces fils de Noé sont, pour les Juifs, comme des pierres précieuses. Parce que ça veut dire qu'à l'extérieur même du peuple juif, on peut être en osmose avec cette pensée et les défendre. Et c'est ce que je fais à ma modeste place. Il se trouve que les Français, aujourd'hui, je vais vous dire un truc choquant, ne s'intéressent pas à cette question. Ça ne les concerne pas. Et on arrive à une situation aberrante et nouvelle, que les Juifs aujourd'hui sont les seuls à s'intéresser à leur cas en France. Et on peut même presque leur reprocher quand j'ai fait une enquête, un livre et un film sur les migrants. Je suis allé voir les communautés juives françaises et je leur ai dit, écoutez, vous m'agacez et vous me décevez et vous me choquez parce que la notion d'exil est quelque chose qui est très puissante chez vous et vous en êtes les légataires et vous n'êtes pas capable de comprendre les migrants à partir de votre propre histoire. Alors ils m'ont dit, oui, souvent il y a des musulmans, etc. C'est faux. D'abord, les musulmans qui viennent des migrations en question sont des musulmans qui ont été, dont les familles ont été égorgées par des talibans. Et les Érythréens, par exemple, ne sont absolument pas musulmans, ils sont catholiques. Donc, si vous voulez, la situation est bien plus complexe. Et je pensais que les Juifs de France allaient prendre la question des migrants, pas de l'immigration, des migrants de tous les pays, Afghanistan, Érythrée, au sérieux. Dans un premier temps, je leur en ai voulu. Je leur ai dit vraiment, vous êtes des salopards. Vous ne regardez que votre nombril. Vous êtes auto-centrés. Il n'y a qu'Israël qui vous intéresse. Et ensuite, je me suis dit, mon raisonnement n'est pas le bon. S'ils sont crispés en ce moment sur ce nombril qu'est Israël, c'est qu'en fait, il y a un problème. Parce que d'habitude, ils ne le sont pas. Et effectivement, c'est à cette manifestation de repli, de crispation sur ses propres problèmes que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de place en ce moment pour penser à autre chose. Donc, la situation est grave. Ouais, absolument. Bah, en tout cas, ça nous fait quand même un peu de bien d'entendre ces paroles. Et comme disait Greg, c'est vrai que, à part peut-être aussi Franz-Olivier Gisbert, qui sur les plateaux n'hésite pas à défendre Israël, on est quand même un petit peu maltraité, mais bon. Mais je me souviens, vous savez, quand Trump a reconnu la capitale d'Israël, Jérusalem, mais moi, je suis arrivé, j'ai dit, bah oui, Trump est un peu normal, quoi. Trump est un génie, mais en fait, il a appelé un chat un chat. En fait, il a mis un cercle dans un rond, enfin, je veux dire, il a mis un carré dans un cube. Enfin, c'était tautologique. Ouais. En fait, le ciel est bleu, oui, bon, d'accord, oui, il y a du soleil. Enfin, c'était une tautologie. Et quand j'ai prononcé cette phrase, j'ai senti dans le public mais il est fou. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de, de réflexe, Ça, c'est ça. mais de réflexe automatique où, tout d'un coup,
on reconnaît qu'il est tout à fait, même pas légitime, tautologique, je dis bien tautologique, que Jérusalem soit la capitale d'Israël, et tout d'un coup, vous avez en face de vous des gens, j'avais l'impression que j'avais fait l'apologie de la pédophilie, par exemple, en disant ça. C'est un peu ça, ouais. Que j'étais un criminel de guerre, que j'étais Francis Holm. Un serial killer. Non, mais c'est appeler un chat sur Israël et sur les Juifs aujourd'hui en France, c'est quelque chose de très compliqué. On est tous ici en Israël depuis de nombreuses années pour des raisons différentes. Mais c'est vrai que ceux de nos familles ou de nos amis qui sont restés en France se posent aujourd'hui des questions. Qui est-ce qui reste pour nous défendre? Qu'est-ce qu'il va en advenir? Mais bon, on a peut-être envie de passer à un autre sujet avec Johan qui va ouvrir le bal. On voudrait vous parler un petit peu de vos années télé. Qui sont pas d'ailleurs qui continuent puisque on en parlera après, mais vous êtes revenu là à la télé avec Eric Nolot sur C8. Johan, tu avais une question pour Yann, je pense. Ouais, j'ai une question, enfin à bras multiples, on va dire. Nous, on vous reçoit ce soir avec plaisir dans l'émission, et j'ai pas l'impression que ça soit tout le temps ce qui se passe pour vous quand vous allez dans les émissions. Je m'explique. J'ai l'impression que quand vous allez sur des plateaux télé, on a l'impression que les gens ont envie de se faire moix. Voilà, on va chercher à le titiller, donc on va l'attaquer. Vous avez parlé tout à l'heure des caricatures antisémites. Ça peut être la phrase sur les femmes de moins de 50 ans, ça peut être de plus de 50 ans. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, quand vous arrivez, on se dit tiens, on va se le faire. Comment, sur quoi, où on va le titiller, comment on va le titiller. Et je me suis fait un petit peu ma petite idée dessus. Je me suis dit, est-ce que ça vient de l'époque de Ruquier où justement lui, tous les week-ends, il était là en train d'analyser, de dire j'aime, j'aime pas. Et est-ce que c'est une sorte de retour de manivelle Est-ce que c'est ça pour vous? Oui, je pense que les femmes de 50 ans, ils ont essayé de m'abattre avec ça, ça a failli prendre. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, on me reproche davantage ça que les dessins 4 mois après. Ah ouais. Ensuite, ils ont effectivement essayé des dessins, et là, ça a marché. C'est-à-dire qu'on m'a supprimé une émission, je suis sorti du prix Goncourt, une émission à laquelle je tenais beaucoup sur Paris Première, qui est une émission intellectuelle, on l'a supprimée. C'est chez moi, c'est Bec BD qui va prendre d'ailleurs. Et oui, vous avez raison, c'est un retour de manivelle. J'ai été agaçant. Quand pendant 3 ans, vous avez le pouvoir, parce que c'est un vrai pouvoir, de dire vos goûts et vos dégoûts sur tous les sujets, en fait, vous vous faites quelques amis et des milliers d'ennemis par semaine. Vous savez, les gens à Paris et même ailleurs se connaissent entre eux. Quand vous dites du mal de X, en fait, vous froissez énormément Y et vous ne le savez pas. Eh oui. Mais si vous voulez, je vais vous dire une chose, c'est que je ne vais pas balancer J'ai eu 3 cancers. Sur 3 ans différents, j'ai eu 3 cancers. Bien souvent, certaines d'entre elles me disaient, écoute, j'ai détesté le disque de machin, mais moi, tu comprends, je ne peux pas le dire par rapport à ça. Vas-y, toi, fais-le, tu t'en fous. Et c'est vrai que, pas toujours, mais dans l'immense majorité des cas, en tout cas à partir d'un certain moment, quand ma timidité est tombée au bout de quelques semaines, j'ai dit en fait absolument tout ce que je pensais, tout le temps. Et donc ça, il y a le retour de bâton, tout à fait normal. Est-ce qu'il y a une personne que vous regrettez d'avoir blessé à l'époque où on n'est pas touché? Oui, amèrement. D'ailleurs, je crois qu'il m'en veut toujours énormément. Et en fait, en sortant, je vais vous dire qui c'est Jean-François Copé. Et je vais vous dire pourquoi. Ah. D'abord, je pensais que Jean-François Copé était solide comme l'acier. Et j'ai vu qu'en fait, pendant que je le démolissais, qu'il ne l'était pas. Et plutôt que de m'arrêter, j'ai continué à taper. Je sais qu'il est sorti de là-dedans, il était en 1000 morceaux. Ouais. Et non seulement j'ai fait une nuit blanche totale en rentrant, parce que je ne suis pas un méchant, mais je m'en suis toujours voulu, et j'étais tellement loin que je n'ai même pas osé lui envoyer une lettre, tellement je trouve que là j'ai été abject. J'ai même pas, enfin abject, je l'ai pas insulté, je l'ai titillé sur des choses réelles, hein, sur des détournements éventuels, etc., d'argent. Et je ne sais toujours pas si j'avais raison de le faire sur le fond, mais sur la forme, je n'aurais pas dû. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Et là, je crois que c'est ce genre de choses aussi que je paye. Ouais. Et justement, vous disiez tout à l'heure que vous avez eu donc trois confrères avec vous. Voilà, vous aviez été des binômes avec trois autres personnes, et qu'elles disaient pas toujours, elles étaient plus dans la retenue, etc. Celui qui vous a succédé aussi
à mon avis, c'est pas fait 1 milliard d'ennemis. Ah bah non. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, du coup, vu le retour de bâton, vu tout ce que ça vous a coûté, entre guillemets, est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous feriez différemment? Est-ce que vous n'y participeriez pas si c'était à refaire? Non, non, honnêtement, je ferais la même chose pour deux raisons. D'abord, il faut que j'en suis pas forcément fier, mais j'ai été mal pendant toute cette polémique. J'ai été mal pendant 2 jours. Je dis pas ça pour faire le malin. Les seules choses qui me tuent sont les chagrins d'amour. C'est-à-dire que quand je suis en phase de rupture sentimentale, je suis anéanti, anéanti. Mais pendant des semaines et parfois même des mois, je suis anéanti. Je suis une loque. En revanche, pour les choses professionnelles, même les retours de bâton extrêmement difficiles comme celui-là, vous voyez quand même, quand vous voyez votre propre nom, ça fait 30 ans que je me bats aux côtés de la communauté juive, en tout cas 20 ans avec une véhémence vraiment vigilante et énergique. Quand vous voyez votre nom, votre photo, avec le mot écrit antisémite en une de Libération, vous dites quand même qu'il y a une médisance inouïe dans la société parce que personne n'a rappelé tout ce que j'ai fait pour, mais le truc contre, d'il y a 30 ans, contre avec tous les guillemets qu'on sait, hein, ça c'est terrible. Donc le retour de bâton, pour ça, il était terrible. Mais je suis gidien, c'est-à-dire que André Gide a écrit une phrase que je vous livre en substance, il disait « Non seulement je considère que tout ce qui m'arrive est bien, mais je considère qu'il ne pouvait pas y avoir mieux. » C'est très juif comme phrase, ça, si je peux me permettre. Oui, c'est très non, mais c'est très protestant à la base, en fait. Ouais, d'accord. Bah, ça se rejoint. Ça va pas avec. Il y a parfois quelques ponts, même s'il y a beaucoup de protestants qui étaient anti. Oui. En tout cas, dans Non, mais il y a des ponts. Ouais, ça. il y a des ponts. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce retour de bâton, il fait partie maintenant de ma vie, et que quelque part, j'en suis assez content. Je devrais pas, mais c'est mon côté sale gosse. Et enfin, le petit nuage radioactif au-dessus de la tête de l'écrivain gentiment maudit, mais qui me manquait pour être crédible dans une biographie totale d'écrivain, toujours avec quand même ce luxe que je m'octroie, qui est que j'ai le petit nuage radioactif de l'antisémitisme, mais de la part de tout le monde, sauf de la communauté juive. Donc avouez que c'est quand même assez... Et j'ai quand même été le seul dans une émission chez Cyril Hanouna, avoir été, dans 80% de l'émission, avoir été obligé de répondre de mon antisémitisme supposé, et dans la dernière partie de l'émission, Raquel Garrido qui voulait que je m'explique sur mon pro-sionisme. Ça, c'est sûr que ça n'a pas dû se produire pour beaucoup de personnes sur les plateaux de télé. Mais bon, c'est Raquel Garrido. Ouais, non. Ah bah elle a fait ses preuves. Vous voyez, c'est quand même, en fait, c'est de la bouillie, tout ça est de la bouillie. Et là où je vous rejoins, c'est que effectivement, c'est sur le fond, mes dessins, etc. Tout le monde personne n'en a rien à faire, mais enfin ils ont l'instrument pour me couper la tête. Oui, mais quelque part, vous avez quand même cette épée de Damoclès. Comme vous disiez, vous ne saviez pas s'il fallait le sortir vous-même ou quelqu'un, ou à quel moment ça allait tomber. Bah, d'un autre côté, maintenant, ça y est, c'est fait. Et on repart de l'avant, voilà. Oui, bien sûr, mais je savais que dans l'époque actuelle, ça allait faire une déflagration. Ce genre de choses, aujourd'hui, vous imaginez, quand j'ai vu les dessins dans l'Express, moi-même, hein, j'ai fait un bond d'1 mètre. Hein. Ouais. J'imagine les gens qui ont découvert ça. C'est vrai que c'est quand même, c'est pas rien. Hein. Je veux pas le minimiser. Moi, personnellement, j'ai pas voulu les regarder. Non, mais les dessins sont atroces. Non, mais moi, j'ai pas voulu les regarder volontairement parce que bon, ça y est, vous êtes expliqué. Vous parliez aussi de la communauté juive, vous disiez, on vous en a pas tenu une rigueur. Honnêtement, moi, quand j'ai entendu c'est le procès, en vérité, c'était le procès Moix qui est arrivé, puisqu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il vous tombe un procès, et ça dure un certain temps, enfin un procès médiatique. J'ai essayé de regarder un petit peu. Personnellement, je me suis dit, c'est une connerie qu'il a fait dans sa jeunesse, et on passe à autre chose. Mais j'avais l'impression, moi, quand j'ai vu tout ça, et quand je le vois, qu'il y a une sorte de... On va dire qu'il y en a un qui détient le scoop, aujourd'hui, dans le monde de l'information, si on peut appeler ça un scoop, et on a tous les faux analystes, chroniqueurs, qui vont tous vous tomber dessus, ça va être Twitter, Instagram, la presse, la télé, la radio, il y a tout qui vous tombe. Mais Yvan Attal, qui est vraiment un ami intime, me dit « Mais moi, j'adorerais que tous les antisémites soient comme toi. » Ça serait génial. Ah ouais, ça serait une embellie. Quand il a vu les dessins, alors lui, il va loin. Hein. Moi, je vais pas jusque-là. Ça l'a fait rire. Et quand il a vu les dessins, il me dit « Tu sais quoi? Je trouve ça presque mignon. » Non, mais c'est vrai, je dis parce qu'il l'a dit, et il me dit « Mais je rêverais que l'antisémitisme, ce soit ça.
des crobards de trous du cul d'il y a 30 ans. Mais Et puis exactement. comme vous dites, Ouais. vous n'aviez pas fait que ces dessins-là, donc c'était pas une volonté profonde, un antisémitisme ancré. Voilà, c'était de la provocation sur plusieurs minorités. Mais Et puis, c'est pas ça, c'est ce qu'on s'est dit, enfin en tout cas moi personnellement qui vous suis depuis quand même plusieurs années, mais ce que je me suis dit moi directement, c'est mais enfin, est-ce qu'on oublie tout ce qu'il fait depuis 15-20 ans? Oui, Est-ce qu'on les oublie, Français, est-ce qu'on oublie à part- tout ce que vous part la- avez dit? à part la communauté juive, tout le monde a décidé d'oublier. C'est-à-dire que pendant 20 ans, sur les plateaux de télé, je me faisais insulter en disant mais ça suffit, maintenant vous, on vous connaît, vous êtes toujours du même côté. Tout le monde me l'a reproché pendant 20 ans d'être toujours la caricature du philosémite. Ouais. Et tout d'un coup, hop là, mais en une minute, hein, ouais, non, mais c'est n'importe quoi. tout le monde me reprochait mon antisémitisme. Ouais, ouais. On est fous en fait. Ouais. Oui, mais pas nous, parce qu'on a le devoir de mémoire, c'est un peu ancré chez nous. Voilà, c'est ça. Mais Non, nous, c'est différent. Non, mais les gens pourraient se poser la question pourquoi tous les juifs finalement vous soutiennent et simplement rien que ça. Et ça devrait- L'honnêteté me doit de vous dire qu'il y a quand même des gens. C'est pas 100%. Hein. Non, bon, d'accord, mais Il y a on va jamais dire la 100%, majorité, ouais. une grande Il y a majorité. des cas collatéraux et voilà, il y a aussi des amis proches que j'ai vus pendant 3-4 heures, notamment des gens du EJF, et qui pendant 3-4 heures m'ont posé des questions non pas comme à un tribunal, mais comme des gens qui voulaient vraiment tout comprendre, et ils m'ont pas fait de cadeau, c'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment, et je vous le dis franchement, voir si dans ce que je disais il y avait des contradictions. C'est-à-dire que c'était pas fait violemment, mais je sentais bien que s'il y avait une ou deux contradictions dans le récit, ils allaient définitivement couper les ponts. Je l'ai quand même senti. Ouais. Mhm. Ça a tangué pendant quelques heures. Alors, pour parler un petit peu juste de l'avenir, vous êtes maintenant on vous retrouve sur C8 dans l'émission De quoi je me mêle d'Éric Nolot qui passe, je crois, maintenant le samedi soir. Dans quel état d'esprit vous êtes avec ce nouveau rôle dans la bande de Nolot sur cette chaîne? Bah, écoutez, moi je vais vous dire la vérité, je suis un rescapé de mon émission, enfin un rescapé. J'avais cette émission culturelle que j'adorais faire. Magnifique. magnifique. Bon, ils ont. M6 a eu peur de son nombre, donc ils ont voulu tellement donner de gages immédiatement à la communauté juive que Himmler avait été banni de leur antenne en 5 heures. Panique à bord en 5 heures, j'avais plus mon émission. La panique, mais la panique totale. J'ai été licencié pour faute lourde. Vous imaginez, pour faute lourde de décembre 89. Et donc, Éric Nolot, qui a trouvé ignoble qu'on punisse quelqu'un pour un truc d'il y a 30 ans, m'a dit, écoute, moi je te laisse pas tomber, ton frère est un pourri, parce que c'est mon frère en fait qui a sorti les dessins. La phrase de Bernanos, hein, les ratés ne vous rateront pas. Et Nolot m'a dit, tu vas venir te refaire une santé chez nous, et puis les gens, on t'imposera à l'antenne, les gens finiront par, tu reviendras dans le décor, et tu vas te fondre dans le décor, tu te rebanaliseras, et c'est très bien, et c'est ce qui se passe. Alors, dans cette émission, en revanche, j'ai décidé de dire presque du bien de tout. Justement, Mais vous aviez dit que vous alliez refaire la même chose, vous avez dit que vous Ouais, mais étiez... j'avais cette question à vous poser maintenant. Est-ce que vous réfléchissez beaucoup plus à ce que vous allez dire maintenant que vous avez pris Non. l'écoute partout? Beaucoup Ou moins. pas? Beaucoup moins. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus gentil dans mes jugements parce que j'ai pas envie de revivre. Ouais. J'ai envie de recapitaliser un peu là sur, en tout cas, mais sur la tranquillité. Mais en revanche, non. Si vous voulez, une fois que vous avez déféqué dans votre pantalon, vous pouvez uriner après dedans. Hein. C'est-à-dire, Quelle image? j'ai une liberté, ce que je disais avec Béné cet après-midi, il me demandait comment je me sentais, je dis mais en fait, j'ai derrière moi les deux choses les pires, c'est-à-dire la soi-disant misogynie d'avoir dit que je préférais les femmes de 25 à celles de 50. Maintenant, avec l'affaire Mazdeb, on s'aperçoit qu'avec les femmes de 25, je n'aimais que les vieilles. Et puis, c'est l'antisémitisme. J'ai eu les femmes et les juifs. J'ai les deux tabous. Voilà. Donc, si vous voulez, Ça pourra pas être pire. Il ne vous reste plus que les animaux, peut-être. mais bientôt, on va sans doute m'annoncer que je l'ai fait. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Bon, d'accord. Les femmes de 25 ans ne sont plus des enfants, ce que je sache. En plus, ma copine a 40 ans, bref. Il est vrai qu'elle a 10 ans de plus que moi. Et que quand j'en il y a 30 ans, j'aurais été en prison, oui. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ayant ces deux choses derrière moi, maintenant j'ai une liberté de penser. Je suis un des rares à avoir une liberté de penser à peu près totale. Ouais. Je ne peux plus rien dire de grave. Vous avez Genre, déjà Tout a été dit.
tout est le pire des monstres. A été dit. Enfin, selon la bien-pensance, hein, après. Voilà, donc je continue. Ce qui m'embête un petit peu, ce qui m'a embêté, c'est que j'ai pas pu prendre publiquement la parole ces derniers temps parce que, évidemment, je voulais pas me faire tomber dessus systématiquement du style. Je voulais faire un grand article et une grande intervention sur l'affaire Halimi. Malheureusement, les journaux, genre Libération, Le Monde, et Le Figaro et Le Point, sans méchanceté, m'ont dit écoute, attends encore un peu parce que là, ça va faire le mec qui veut se refaire la cerise et ça va paraître douteux et il faut que le temps passe. Donc, je regrette qu'en ce moment, je sois un peu tricard parce que ça me permet plus de m'exprimer dans des journaux comme je le souhaitais, mais j'ai descendu quelques marches, je vais les remonter tranquillement. Ça s'appelle la vie, hein. On a tous des coups durs dans la vie. Exactement. Ouais, puis si vous avez envie de parler de temps en temps, nous sur Tandem, on peut vous avoir toutes les semaines, il n'y a aucun problème. On vous enverra la facture à la sécurité On a du mal à vous dire au revoir, il va falloir qu'on vous laisse tranquille quand même. Alors, moi, je voudrais juste vous poser une dernière question parce que Une vraie dernière. Une vraie dernière. Vous avez eu quand même, vous avez vécu. Alors, comme vous le disiez, vous n'avez pas été mal très longtemps, et tant mieux. Et vous disiez à l'instant que vous avez une copine en ce moment de 40 ans, une vieille. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous êtes heureux? Un jour, Michel Droit a demandé au général de Gaulle « Mon général, êtes-vous un homme heureux ?» Et de Gaulle a répondu « Vous me prenez pour un con ?» Bah écoute, je pense qu'on n'aura pas mieux. Bon, vous n'êtes pas De Gaulle non plus, alors ça va, vous pouvez répondre. Non, mais je ne comparais pas à de Gaulle. Je mais m'inspirais de son génie pour répondre à une question difficile d'une manière simple. Voilà. Bah, c'est bien. C'était En simple. tout cas, vous avez dit tout à l'heure que vous parliez un peu hébreu. Alors si je vous dis quelques mots en hébreu, ça vous va? Bonne soirée, au revoir. C'est comme quand on me demande de jouer de la guitare devant quelqu'un. Je vous en supplie. Non, moi je veux vous dire quelques mots. Vous n'êtes pas obligé de les dire. Je veux juste m'assurer que vous les compreniez. Alors je pense que de la part de toute l'équipe, on va vous dire Toda Rabba, Mamash, Zaya Meod Meragesh, Ve'anachnu mechakim lecha po. C'était très émouvant de vous avoir, de vous parler. Et on vous attend en Israël, vite, bientôt. On a en ce moment des personnes qui viennent. On a eu Anne Sinclair, on a eu PPDA. On a eu PPDA. On a des personnes qui viennent et qui font des soirées, des conversations avec. Alors il y a quelqu'un qui échange avec eux, et puis après des questions du public. J'aimerais beaucoup qu'un jour on ait le privilège de vous avoir ici. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venu en Israël et je voulais y aller cette année pour les 10 ans de voyage. Allez, Ah voilà, bah on vous attend. rendez-vous. Vous avez des... J'y vais pas souvent parce que là-bas j'ai l'impression d'être en prépa. Il y a une telle émulation intellectuelle que le soir. Ça fatigue, ça fatigue. Bon, allez. Bon, mais ça va. je On pense s'est que- tous caressés dans le sens du poil. Je pense que là, on a bouclé la boucle. Merci beaucoup. Merci. En tout Yann cas, Moix. vraiment, Merci merci beaucoup. infiniment pour votre temps. Ce qui devait durer 20 minutes a sûrement duré à peu près 1 heure. Donc, on est heureux. Vous faites pas des Shabbats par FaceTime, ça pourrait être sympa. Alors, Shabbat FaceTime, je vais laisser mes collègues, moi pas trop. hein. Oui, on laisse allumer avant. On c'est verra bon, y a des pas de plans problème. virtuels. Mais par contre, Shabbat à la maison, c'est quand vous voulez. Hein. Un C'est petit couscous c'est boulet. vegan, alors ça va pas être le vrai couscous. Non, c'est pas vrai, Vegan, moi, c'est c'est pas pas le bon, vrai c'est pas truc. possible. Non, des vraies boulettes et du vrai couscous. Merci, en tout Merci, cas. alors, Merci en tout cas, beaucoup. bonne soirée. Au Merci, plaisir. au revoir. Au revoir. Au revoir.